Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode avec un invité que j'adore, Thomas Carrière. Thomas, j'ai la chance de l'avoir rencontré en vrai à Koh Phangan, en Thaïlande. On avait beaucoup d'amis en commun et on m'avait beaucoup parlé de lui et j'étais vraiment très contente de le rencontrer. Il est très puissant, une vibration du cœur comme j'aime. C'est un entrepreneur quantique, explorateur conscient et un alchimiste. Thomas, merci beaucoup d'être là Merci aujourd'hui à toi de avec moi. m'avoir invité. Quel plaisir, encore une fois, d'échanger avec toi. Je suis contente. Est-ce que tu veux bien te présenter avec tes Ouais, mots, bien sûr. s'il te plaît? Hum, Rapidement, moi, je viens d'une histoire, d'un historique d'ingénieur, de scientifique, complètement déconnecté pour les 27 premières années de ma vie de la spiritualité, du développement personnel, parce qu'on doit apprendre nos leçons de la façon que l'univers nous le propose. Et ensuite, quand j'ai dû, par la force des choses, changer d'approche et m'ouvrir à des sujets qui étaient en fait primordiaux pour la vie, qui est la santé, qui est l'équilibre intérieur, qui est la paix et surtout de nouvelles valeurs, des valeurs autour du cœur. J'ai complètement transformé la qualité de mon expérience de ma vie. Et aujourd'hui, je travaille avec des technologies avancées de bien-être parce que ça plaît à mon ingénieur intérieur. Mais surtout, je travaille sur montrer l'exemple parce que je pense que c'est par là qu'on a le plus d'impact. C'est même pas vraiment par ce qu'on fait dans le monde, mais c'est par qui on est. Et j'aide plus particulièrement les thérapeutes holistiques de toute tradition, de tout sujet, à diversifier leurs compétences pour mieux aider leurs clients avec les technologies actuelles, notamment autour des fréquences et notamment autour de la conscience du cœur. Donc voilà. Ça me parle. Merci pour ça, parce que pour moi, c'est une évidence aussi que si on arrive à se recentrer dans cet espace qui est notre essence, qui est directement branché avec la source, alors tout est fluide et tout peut se transformer. C'est de l'alchimie. Et si on n'est pas branché, ben en fait, il y a une forme d'errance. Et peut-être que c'est aussi comme ça que toi tu l'as vécu. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas quand j'étais plus jeune, avant que je fasse mon grand tournant pour être mieux, il y avait une forme d'errance, une force de flottement, parce que c'était comme si j'étais pas branchée à la source du cœur. Comment tu as vécu toi, Alors ce moi, en fait, switch? pendant que tu parles, je vois les informations qui me viennent. En fait, moi, ma période d'errance, elle a été au pic de ma carrière, en fait, quand j'étais dans le monde très capitaliste, dans le conseil en stratégie, et où j'étais guidé par des valeurs de compétitivité, de reconnaissance sociale, d'argent. Et en fait, j'avais atteint ça, mais j'étais pas, en fait, en anglais c'est fulfilled, j'étais pas épanoui. Et elle était là, mon errance. Elle était dans, bah, qu'est-ce que je fais et à quoi ça sert dans le monde? Et est-ce que j'ai vraiment choisi la bonne voie parce que ça me remplit pas, en fait, à l'intérieur de moi-même. Et cette errance, elle a duré pendant un an, 2 ans et demi, avant qu'en fait, ça soit trop fort et que je puisse plus l'ignorer. Et en fait, ce que je qualifierais, comme toi tu dis, on se sent coupé de la source, on se sent coupé de la guidance. Moi, je me sentais coupé de mon but, en fait, de mon purpose dans la vie. Et donc, du coup, j'avais l'impression de flotter et d'être en mode automatique. Et cette période de ma vie, c'était juste avant que j'ouvre mon cœur au sens du développement des chakras, au sens spirituel. Donc, ça a marqué aussi un très gros tournant pour moi.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle un petit peu la nuit noire de l'âme, des choses comme ça, quand on est dans ce tunnel sombre avant de commencer à voir la lumière revenir? C'est un concept qui, dans l'ésotérisme, est très présent. Et normalement, il devrait arriver qu'une fois, euh, parce que l'événement est censé être suffisamment fort pour en fait rediriger la personne de façon permanente sur son chemin. Je dirais que oui, c'était en même temps que ma nuit noire de l'âme, cette errance. Mais je sais pas si ça se manifeste de cette façon-là pour tout le monde. En tout cas, moi, je suis content parce que je suis persuadé de l'avoir Ouais. passé. Et si vous qui nous écoutez l'avez pas encore passé, c'est pas obligé non plus. Mais si c'est le cas, ça n'arrivera probablement qu'une fois. C'est la bonne nouvelle. Ouais. Comment t'as fait pour traverser ces défis pendant que t'étais pas bien? À quoi tu t'es raccroché? Comment tu as fait le chemin vers le cœur? Alors, tout d'abord, j'ai dû m'autoriser à être moins rigide avec la façon dont je voulais que les choses se passent. Très dans le masculin, très dans j'arrive toujours à avoir ce que je veux. Sauf que là, je savais pas ce que je voulais, puisque j'étais dans l'errance totale. Donc j'ai dû lâcher prise en fait et partir voyager en me disant je sais pas ce qui va se passer et je sais pas où je vais aller, mais il faut que ça change en fait. Donc ça c'était la première étape. Et la vraie seconde étape au cours de mes voyages, au bout d'un moment j'ai en fait récupéré les outils et la connaissance et la sagesse nécessaires dans les différentes communautés et traditions spirituelles que j'ai étudiées pour me guérir au sens, alors évidemment on n'est jamais complètement guéri, mais pour me guérir au sens pouvoir ressentir des émotions à nouveau, parce que mon corps émotionnel était complètement bloqué. Je pouvais plus ressentir d'émotions du tout, donc c'est une dépression forte. Donc une fois que j'ai réussi à débloquer les canaux énergétiques et le sujet dans ma vie, j'ai pu commencer à être animé d'un feu de passion, parce que la passion elle vient pour un certain sujet que notre âme a choisi. Et en fait, tant qu'on l'adresse pas ou tant qu'on ne le voit pas, on aura cette sorte de manque à l'intérieur de nous. Et ensuite, la vraie ouverture de mon cœur, elle s'est faite par mes relations avec certaines femmes qui étaient déjà dans le cœur et qui me disaient, je me rappelle, je galérais. Ils me disaient, ah mais là tu parles de ta tête, tu parles pas de ton cœur. Et moi j'étais là, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas, j'arrivais pas en fait. Et c'était une vraie galère en fait, un vrai struggle à ce moment-là, parce que je comprenais pas ce qu'on voulait me dire quand j'entendais dans les ateliers, dans les méditations, ouvrez votre cœur, agissez depuis le cœur, parlez depuis le cœur. Et en fait, j'essayais de le faire mentalement, et ça marche pas. Et il y a eu un moment charnière en fait où j'ai vraiment posé une intention très forte. Ok, apprenez-moi, qu'est-ce que ça veut dire, comment je fais. J'ai fait un certain enchaînement assez fort de rituels et de plantes et de médecine avec des plantes. Et, euh, et, et ça s'est terminé par une séance de respiration, de rebirthing, de renaissance, je pense en français. Et là, ça a fait péter la valve en fait. C'est vraiment ça l'expression, c'est ça que j'ai ressenti. Et tout d'un coup, j'ai compris. C'était très fort aussi. Ça a pris 3 jours. À un moment, j'ai beaucoup pleuré, j'avais très mal à la tête. Et ensuite, une fois que le processus était fini, euh, j'ai compris. Et j'arrivais soudainement à ressentir de l'amour pour une personne qui me mettait dans une situation de jalousie avant, sans que la jalousie ne pointe le bout de son nez. Et je me suis dit, ah oui, il y a vraiment quelque chose qui a changé là. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, du coup, là, ça fait des années que je suis sur ce chemin d'explorer toujours plus profondément ce que ça veut dire que vivre depuis le cœur. Et je comprends de plus en plus pourquoi c'est primordial. Donc on va dire pour moi c'était en deux phases. Il y avait une phase de sortie d'errance et ensuite il y avait une phase d'accéder à ce point énergétique de le cœur, l'amour et agir depuis ce centre. Ça te parle? Ah cool. Ça me parle complètement, c'est super beau et aussi je trouve que c'est vraiment un chemin très courageux. C'est, un chemin de ouais, en fait, parce que quand je t'entends, c'est comme si tu savais que c'était possible, sans en avoir fait l'expérience dans cette vie ou peut-être mais tu avais oublié
et que avec ta tête, donc c'est quand même ta tête qui t'a dit tu vas prendre rendez-vous là, tu vas aller dans cet endroit, tu le fais, vas-y, parce qu'on sait que derrière il y a quelque chose dont tu dois faire l'expérience. Donc il y a une guidance qui a été très très forte et tu as décidé que tu allais y aller quand même malgré les résistances, parce que j'imagine qu'il y a dû avoir Ouais, des tout à fait, mais ça, résistances. c'est la guidance dont tu parlais et qui existe pour tout le monde, même si on rencontre beaucoup de personnes qui disent ah, je ne sens pas ma guidance, je suis pas sûr d'être guidé, j'arrive pas à recevoir des messages clairs. Je le vois dans ma famille aussi autour de moi, sur ceux qui s'éveillent. Donc la guidance, elle est toujours là. Il faut juste comprendre quel est son langage parce que ça s'exprime différemment, parfois à l'extérieur, parfois à l'intérieur. Donc avec l'inspiration en fait euh, des écrits sacrés, des différentes traditions et d'entendre des maîtres qui racontent l'état qu'on peut atteindre, en fait, je savais mentalement qu'il y avait quelque chose. Par contre, j'avais pas la moindre idée de ce que ça voulait vraiment dire ou de comment y arriver. Donc, on va dire que j'ai eu besoin quand même de cette carotte pour pouvoir avancer. Et pour moi, je l'avais trouvé en fait dans la résonance que j'avais avec certaines personnes qu'on peut qualifier comme plus éveillées spirituellement et ce qu'elles dégageaient et ce qu'elles racontaient. Ça m'a vraiment dit, il y a une lumière au bout du tunnel. Par contre, en fait, le tunnel, il est différent pour tout le monde. Le chemin, il est différent. Et c'est toute une aventure de trouver le chemin qui est le sien. Et aussi, tu nous partages que tu as pas fait le chemin tout seul, c'est qu'il y a eu des rencontres qui ont été charnières, des rencontres certainement de, j'allais dire, de personnes encadrantes, enfin qui posent un cadre qui permet la transformation, comme avec des plantes médecines, avec du rebirthing, etc. Et puis aussi des rencontres amoureuses, des rencontres de cœur et d'amitié, j'imagine aussi un peu tout type de rencontres. C'est souvent on a l'impression qu'on doit faire le chemin tout seul, tu sais, un peu avec une fierté, genre je dois y aller, je dois le faire tout seul, je vais réussir tout seul. Mais la réalité, c'est qu'on est interconnectés et que c'est grâce aux autres qu'on avance. Et merci d'avoir partagé que c'est aussi grâce aux autres que tu as ouvert Ah ton bah oui, cœur. le miroir qu'on a par les personnes qui nous entourent, surtout nos proches ou nos relations amoureuses, il est, euh, il est très fort. Et la plupart des personnes d'ailleurs elles le voient comme un challenge ou des, euh, des énervements, des engueulades, des difficultés. Mais en fait, c'est un tremplin incroyable qui apporte plein d'opportunités. Mais il faut avoir quand même le fil rouge de comment cette mécanique se met en place, parce que sinon on peut ne pas saisir ces opportunités. Alors moi j'ai eu de la chance parce que je trouve que j'ai eu cette information en fait suffisamment tôt et je l'avais intégrée suffisamment tôt. Donc à chaque fois que j'avais des relations, tu sais, qui sont apportées par synchronicité incroyable, surtout dans les endroits comme Koh Phangan et comme Bali, les vortex énergétiques liés à l'anatomie de la Terre. Les rencontres, on va dire, sont plus fortes et plus accélérées que dans d'autres endroits. Et donc c'est pour ça que j'ai habité en fait dans ces endroits-là depuis les 4 dernières années, parce que je suis sur un chemin fortement modifié, motivé et fortement ambitieux au niveau de mon développement personnel et de ce que je veux réussir à expérimenter et à partager dans la vie. Et donc du coup j'ai vraiment littéralement vu que chacune de mes relations, courtes ou longues, m'a apporté énormément, probablement beaucoup plus dans une relation que dans plusieurs années, on va dire, seul ou sans prendre en compte les relations autour de nous. Donc ce miroir, il est quand même extrêmement puissant. Et quand on est dans une relation comme tu l'es avec ton partenaire, par exemple, tu dois le voir au jour le jour. À quel point c'est un accélérateur pour les deux personnes. Oui. Et c'est un cadeau de la vie, en fait. Par contre, il faut quand même avoir les idées ou la structure de comment naviguer ces difficultés quand elles se présentent. Ouais, encore une fois, Chemin de chemin de courage. courage, chemin de conscience, chemin de courage. Euh, Est-ce qu'on peut parler un instant du fait que tu es un ingénieur et que tu es hyper pragmatique et que quand même tu viens parler de conscience du cœur? Comment tu as vécu tout ça, de rentrer dans un univers qui est plus invisible, plus éthéré, plus tout ça? Comment tu le vis? Et contrairement à d'autres personnes qui se bloquent dans leur scepticisme, au sens de ah non mais alors tant que j'ai pas bah Saint Thomas qui me guidait pendant longtemps, tant que je vois pas la preuve, je crois pas.
En fait, j'ai eu de la chance. J'avais quand même pris l'hypothèse de, bon, même si je suis pas sûr à 100% et que j'ai pas la preuve là dans le dur, je sens qu'il y a quelque chose. Donc du coup, j'ai réussi à ne pas laisser, Mmh. on va dire, la force de ma tendance scientifique bloquer mon ouverture à l'invisible. Et ça, je sais que c'est quand même une chance parce que tout le monde ne l'a pas. Et donc, du coup, grâce à cette prédisposition que j'ai eue, j'ai pu rapidement m'ouvrir. Au sens de, bon, même si je ne vois pas encore ou je ne ressens pas, qu'est-ce que les autres disent sur ce qu'on peut faire pour plus ressentir ou pour, en fait, trouver ses propres preuves. Et au début, c'est un petit peu, on va dire, allez, une coïncidence, une deuxième, une troisième. Et après, au bout de 50, tu fais, bon, est-ce que ça constitue une preuve pour moi, une preuve expérientielle que j'ai vécue et qui me conforte dans le fait que oui, ça existe. Donc oui, ça marche. Donc oui, ça résonne. Donc on va dire, je l'ai fait en mode scientifique. Je prends une hypothèse, j'avance et je vois si ça marche. Et plus ça marche, plus ça confirme que l'hypothèse que j'avais prise était juste. Donc ça a été assez rapide en fait pour moi parce que en 6 mois, je me suis mis à fond dedans aussi, hein. À fond tous les livres sur les chakras, la spiritualité, les différents courants, les pratiques de méditation. Et je me suis proposé de regarder ce qui était vrai pour moi. Et j'ai eu beaucoup de preuves en fait qui pour moi suffisaient. Donc du coup, ma partie scientifique, mon esprit scientifique d'ingénieur, il a dit, bah, t'en as fait suffisamment la preuve parce qu'au bout de 1000 coïncidences, on peut dire que c'est vrai en fait, que ça fonctionne. Et donc du coup, moi, j'ai pas eu un gros conflit à l'intérieur entre, il y a plein de choses qui sont invisibles et qu'on peut pas prouver au sens de la science moderne ou de la méthodologie classique, où on a encore énormément de personnes qui sont bloquées là-dessus. Euh, et j'ai pu embrasser les deux. Et encore mieux, ce que je fais depuis, on va dire, 1 an et demi maintenant, c'est même de marier les deux de façon à ce que ma tendance scientifique et d'ingénieur aide à développer plus ma conscience spirituelle et que mes découvertes spirituelles aident à renforcer mes expérimentations scientifiques. Donc là, c'est une espèce d'alchimie, en fait. Mmh. J'ai réussi à faire en sorte que ma partie logique alimente ma partie intuitive et vice-versa. Et ça, c'est quelque chose quand même d'absolument génial que je recommande à tout le monde d'investiguer. J'adore et ça me fait du bien de t'entendre parce qu'on vit quand même dans une période assez dingue, même hallucinante, je dirais, où, il y a une forme de je crois qu'on appelle Mhm. ça le scientisme, où il y a voilà toute cette idée que on sait des choses aujourd'hui qu'on croit être vraies et on reste sur ces acquis-là, et après on part de ça pour, faire des trucs qui arrangent Mhm. certaines personnes et puis résultat après c'est tout bloqué et c'est tout le bazar, tu vois? Alors que si on reste ouvert au fait que d'autres choses sont possibles parce qu'on le sent dans notre cœur et qu'on sent qu'il y a une magie extraordinaire qui existe et qu'on s'en coupe pas, alors on ouvre tout un champ de possibles qui est absolument génial et j'ai hâte que plus de personnes se rendent compte de ça aussi en fait, fassent les mêmes expériences que tu Et as ça faites. vient. Je pense que l'augmentation de la polarité ces dernières années, surtout depuis l'année dernière, va en fait automatiquement catalyser cette réaction. Et, euh, et en fait, on est tous tout seuls dans notre univers à la fin de la journée. On est tout seul dans notre corps avec notre tête. Et jusqu'à la fin, on sera un petit peu tout seul. Donc du coup, il y a vraiment que de l'intérieur qu'on peut faire son chemin, même si on peut être inspiré de l'extérieur. Et je pense que de plus en plus de personnes sont face à ça. Quels sont les choix et surtout quelles sont les croyances qu'on choisit parce qu'on pense qu'elles aident et qu'elles sont bénéfiques. Et moi aussi, je suis très excité, même si on vit une époque qu'on peut qualifier, sans être pessimiste, d'apocalyptique. Et d'ailleurs, c'est même optimiste, si tu vois les choses comme moi, je le vois. Et donc, du coup, c'est une période qui est difficile, mais qui est excitante. Parce que je pense que d'ici à 5 ans, la transformation qu'on va avoir va être, je pense qu'on peut même pas la concevoir, en fait. Au sens de l'individu, de comment les gens approchent leur vie et surtout comment ils réorganisent leurs priorités. Comme moi, la vie m'a mené à reprioriser ma santé, ma paix intérieure et mon bonheur personnel et pas l'argent, la position sociale ou, euh, ou d'autres valeurs, on va dire, de plus basse vibration. Donc je pense que ça vient en fait. Et nous, et surtout toi d'ailleurs,
Euh, Tu es une grande catalyste de ça. Tu es une grande lumière. Et on est juste là pour inspirer les autres et chacun fait son chemin. Évidemment, sur notre chemin, on n'est pas tout seul. On a des guides, on a des inspirations. Et, euh, et c'est une de mes intentions, en fait, de me proposer comme une inspiration pour d'autres, de façon à ce qu'ils puissent avoir accès à une expansion de cœur, une expansion de la qualité de leur expérience de vie. Parce que c'est ça le vrai cadeau, c'est qu'on puisse plus collectivement vivre ça. Et pas juste quelques personnes qui en parlent à gauche à droite parce que ils ont eu la chance de commencer un peu plus tôt leur chemin. Ouais. Alors, peut-être qu'on peut expliquer ce qu'on ressent quand on est, Mhm. j'allais dire de l'autre côté, tu sais, du côté lumineux de la force. Parce que toi et moi, on a la chance d'avoir réorienté nos vies avant cette grande crise. Et alors, moi, je dis le meilleur moment pour se réveiller, c'était hier, parce que avant que ce soit le bazar. Le deuxième meilleur moment pour se réveiller, c'est maintenant, pour en faire quelque chose. Et toi et moi, on sait que quand on se transforme et qu'on se reconnecte au cœur, on vibre autre chose. Et donc, on vit dans un autre. Alors, c'est la même terre, on n'a pas changé de terre, c'est le même environnement autour, mais en fait, on vibre autre chose et d'un point de vue fréquentiel, d'un point de vue vibratoire, on attire à nous des expériences différentes et quelque part, on pourrait dire qu'on vit déjà dans une autre réalité. Alors, Comment tu je dirais expliquerais que ça? même très certainement, on vit dans une autre réalité. Et je pense que ça va continuer en fait à être le cas. En fait, moi, j'en parlais déjà hier avec un groupe qui me demandait comment ça va se mettre en place de façon, on va dire, expérientielle, ce changement de conscience. Comment il peut y avoir autant de réalités qui peuvent coexister, on va dire, sur la même planète. Et en fait, c'est déjà le cas. Moi, je l'avais vu, par exemple, beaucoup à Berlin, là où tu habites en ce moment. J'avais vu que beaucoup de communautés coexistent, mais sont transparentes les unes aux autres. Comme si tu fais partie d'une communauté d'artistes punk, les gens que tu rencontres, les endroits où tu vas, et ce que tu vois, en fait, dans ta réalité, elle coexiste avec la réalité des gens qui sont plus dans les pratiques de yoga, par exemple. Et en fait, ces gens, ils se voient pas, mais ils coexistent dans la même ville. Et aujourd'hui, c'est pareil sur la planète. On a des réalités bien différentes quand on est, par exemple, au Moyen-Orient, où il y a énormément de tensions et beaucoup de problématiques du premier chakra. Et quand on habite là où j'habite à Bali, par exemple, ou là où tu vas aller au Costa Rica. Et en fait, c'est des réalités locales, qui sont des expériences holographiques, qui peuvent largement coexister sur le même environnement, le même template de la Terre, parce que c'est déjà le cas. Et la Terre, elle a les codes, elle a la possibilité de contenir toutes ces expériences dans son amour infini. Donc je pense que il faut simplement que les personnes réalisent, et ça c'est un chemin qui est naturel, c'est un discernement qui vient tout seul, que ce qu'on voit et ce qu'on expérimente en tant que sa propre réalité, mais en fait, ça peut être complètement différent de ce qu'on nous montre à la télé. Mais complètement. Comme si c'était un autre monde alors qu'on habite au même endroit. Et que tant qu'on le voit pas, on peut qu'écouter les gens qui en parlent. Et ensuite, de toute façon, on verra par soi-même que c'est bien le cas. Et cette réalité dont tu parles, qui vibre plus sur des fréquences plus hautes, des niveaux vibratoires plus hauts, comme on le décrit dans l'ésotérisme, c'est quelque chose de tangible. D'ailleurs, il n'y a rien de plus tangible, hein. C'est là, c'est devant nous. C'est la maison, les amis, comment on se sent au jour le jour, comment on arrive à gérer son agenda, en fait, pour y mettre plus de pratique et de bien-être personnel, moins se laisser happer le mental par les considérations de l'extérieur et devenir de plus en plus autonome. Comme si on était un peu un projecteur ambulant qui projette autour de soi une réalité euh, qui est, euh, qui est unique. Et plus d'individus, plus de projecteurs comme ça qui se promènent sur la Terre commencent à se brancher sur des expériences similaires, plus ça augmente en fait le champ qu'on appelle un égrégore de ce niveau de réalité. Et c'est pour ça qu'en fait, plus de gens s'éveillent, et c'est pour ça que dans la communauté spirituelle, on attend tous comme le Saint Graal le moment où tout le monde s'éveille, c'est parce qu'en fait, ça va permettre que notre expérience aussi, elle soit augmentée. Parce qu'on aura plus de gens autour de nous qui comprennent ce qu'on vit, et qui peuvent du coup échanger, et ça augmente la richesse de notre propre expérience. Donc, je pense que c'est suffisant ce que j'ai déjà dit là.
J'espère que ça n'a pas noyé l'auditeur. Non, je pense que c'était très clair, en tout cas pour moi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément déménager à Bali, à Koh Phangan, au Costa Rica, ou dans un autre endroit qui a un niveau vibratoire un Ah, peu c'est une plus super élevé? bonne question. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'on me dit, ah, mais c'est facile pour toi de faire ça quand t'es là. Et là, si on se met une condition pareille, on va pas pouvoir s'en sortir. Donc, on peut en fait faire ce cheminement de n'importe où, sauf évidemment en situation extrême de guerre ou de famine ou de problématiques de survie qui sont critiques. Mais on peut le faire de partout. C'est juste que ça sera moins accéléré que si on est dans un endroit d'une énergie particulière. Donc il n'y a pas de souci, on peut le faire partout. Pas besoin, pas de grande nécessité de partir autre part. Par contre, et c'est très important, si on ressent l'appel à l'intérieur de soi de partir autre part, et ça n'a pas besoin d'être au bout du monde, ça peut être juste dans un endroit plus calme, plus dans la nature, plus proche de nos racines, si c'est en dehors des villes par exemple. Si ça se prête dans un autre pays, il faut pas se bloquer sur on ne peut pas voyager, on peut voyager, il y a toujours des solutions. Euh, il faut répondre à l'appel. Parce que si cet appel il se fait de plus en plus insistant, il ne faut pas l'ignorer et il ne faut pas se bloquer dans j'ai ça, j'ai le crédit de ma maison, j'ai mon boulot qui est là. Hélas, ces considérations-là, elles ne donnent pas un laisser-passer lorsque l'âme appelle. Et la chose à quoi on se raccroche pour savoir que ça va fonctionner et que même si ça peut faire peur, ça va marcher, c'est d'écouter ceux qui l'ont fait et qui vous disent tous la même chose. Une fois qu'on saute le pas, on est aidé par la vie elle-même, dans tous les sens. Et là, évidemment, il va falloir prendre une décision. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller autre part. Par contre, si l'appel s'en fait ressentir, si on y pense de plus en plus souvent, si des fois on en rêve, si on en parle même de façon automatique dans nos conversations, il faut écouter. Il faut pas avoir peur de se lancer et de changer d'endroit physique. Parce que l'endroit physique, il est connecté à des grilles énergétiques qui sont différentes et qui vous permettent d'expérimenter différentes expériences, différentes personnes, différents groupes et aussi différents courants de pensée. Donc, le catalyste physique, de la localisation physique, il est quand même important. Et c'est pour ça que ça fait autant de bien quand on part en vacances autre part et en gros, on déconnecte de notre réalité, de la routine. On peut faire ça aussi sur son chemin, de façon plus ou moins temporaire, et je l'encourage. Mmh. Génial, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi aussi. C'est l'expérience que j'en ai faite. Aller dans des endroits qui m'ouvrent l'esprit, qui m'ouvrent le cœur, qui me permettent de vivre des nouvelles expériences et qui me sortent de mon conditionnement de parce qu'on est quand même on est des humains et on a tendance à retourner vite en pilote Ouais. automatique. Quand on est dans un endroit qui est extrêmement Et bah familier, en fait, ouais. c'est comme quand on dit, tu sais, si tu veux vérifier ton niveau d'éveil spirituel, faut rentrer à la maison et passer un mois avec les parents. Et la raison, c'est que quand on se rebranche sur quelque chose de similaire, il y a tous les schémas automatiques et comportementaux qui sont réactivés, mais dans la seconde. Et c'est pour ça qu'on dit que oh, j'ai besoin de changer d'air et on part quelques jours ou une semaine à l'autre bout du pays. En fait, quand on reste dans un endroit qui est familier, avec une routine, avec des gens qu'on voit souvent, on s'en rend pas compte, mais on est branché sur des grilles énergétiques qui conditionnent notre expérience. Donc il faut en fait, il faut faut en sortir régulièrement, au moins 3 jours, de façon à prendre du recul. Et quand on est dedans, on ne voit pas de toute façon. Donc ça sert à rien de dire ah non mais moi je suis bien, on voit pas. C'est comme quand on a on a subi un lavage de cerveau, et que quelqu'un nous le dit, on dit bah non. Bah oui, non, tu peux pas voir parce que tu es dedans. Donc en fait, il faut se forcer à sortir. Moi, je le fais par exemple même ici à Bali. C'est comme un microcosme. C'est très très puissant ce qui se passe ici. Quand tu prends le scooter et tu vas 1 heure et demie de l'autre côté de l'île, c'est comme un monde différent, énergétiquement, à l'intérieur de soi, ton énergie, comment tu perçois les choses. Et moi, je dois, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec ma femme, on a pris l'engagement tous les 21 jours de partir de là où on habite exprès au moins 3 jours, juste pour créer en fait cette rupture dans le rythme et dans l'habitude et dans ce qui nous entoure. Et c'est extrêmement sain, en plus d'être sympathique. Ouais. Mhm. Génial.
Comment au quotidien tu te reconnectes à ton cœur? Comment tu te branches sur ton cœur au quotidien? Alors, ça fait partie d'une pratique en fait que je fais en groupe, où je guide des gens dans une cérémonie pour le faire. Et, euh, et on peut en parler aussi parce que je vais proposer de le faire avec des gros groupes en ligne, probablement autour de la pleine lune de septembre, du 21 septembre. La façon dont je l'ai appris, qui est quand même très sympathique, c'est d'utiliser le cœur comme un émetteur-récepteur d'énergie d'amour. Et en fait, il suffit de visualiser son cœur, son chakra du cœur, donc au centre de la poitrine, pas un petit peu vers la gauche, au centre de la poitrine, et de faire grandir la lumière à cet endroit-là, une couleur verte, rose, or, comme on le souhaite, ce qui nous vient à l'esprit. Et quand on sent que cette étoile, cette boule d'énergie, elle est chargée, on envoie de l'amour. Et là, tout de suite, on me dit, ah, mais ça veut dire quoi? D'envoyer de l'amour sans bouger, les yeux fermés. Bah, envoyer de l'amour, c'est par exemple dire, j'aime. J'aime ça. J'aime la terre, j'aime ma vie, j'aime les gens qui sont autour de moi, j'aime. En fait, quand on dit j'aime, il y a une action, c'est masculin, c'est un sujet qui fait un verbe, donc c'est j'aimais. Donc c'est, par exemple, très bêtement, j'aime ça, j'aime ci, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et quand tu fais ça, tu visualises ton cœur qui envoie, comme une étoile, des rayonnements dans tous les sens. Et ensuite, il faut faire la polarité inverse. C'est je reçois. Là, c'est je suis aimé. Et là, méditativement, on reçoit de l'amour. Et là, c'est complètement féminin. En fait, on ne fait plus rien. On peut visualiser que notre mère, ou une mère idéale, si on n'en a pas une idéale, nous fait un câlin, nous embrasse par derrière, et nous, on fait rien à part fondre et recevoir l'amour. Et à ce moment-là, on peut visualiser l'énergie qui vient de l'extérieur et rentre dans notre chakra du cœur. Et quand on fait la méditation de groupe, c'est ça qu'on fait. Tous ensemble, on envoie tous ensemble. Donc on se synchronise, on crée un champ de cohérence, peu importe où on est sur la planète. On envoie de l'amour, et je guide évidemment dans la pratique d'envoyer plus loin, d'envoyer une luminosité plus forte, de faire monter à l'esprit des images, soit des choses qui nous ont déclenché énormément d'amour, comme le moment où on s'est marié, la première fois qu'on a embrassé son partenaire, ou quand on tenait des petits chiots qui venaient de naître et qui nous regardent dans nos mains. Et là, instantanément, on commence à sentir plus d'amour, et du coup, on peut en envoyer plus. Donc du coup, pour répondre à ta question, je prendrai juste un exemple de ce que je fais dans ces méditations, parce que je le fais moi-même. Lorsque je me sens un petit peu plus coupé, parce que j'ai passé trop de temps à travailler, ou parce que il y a quelque chose de compliqué à gérer qui vient de se présenter, comment je fais pour automatiquement remonter le sentiment d'amour dans mon être? Eh ben, je me pose déjà, je ralentis, et ensuite j'imagine que devant moi, j'ai les scènes les plus heureuses que j'ai vécues, et que je suis en train de revivre. Et automatiquement, on ressent l'émotion. On se rebranche en fait à ce point dans le passé, à travers l'émotion. Et ensuite, on augmente la qualité et la force de cet amour dans son être, exprès, avec sa volonté. Et après, on peut y aller encore plus fort. On peut imaginer qu'on est devant un coucher de soleil magnifique sur un lac, et qu'il y a des oiseaux roses qui se mettent à voler juste devant le soleil, et qu'on baisse les yeux, et que là, il y a deux chiots, mais qui viennent de naître, qui nous regardent avec des yeux juste pleins d'innocence et de tendresse. Et automatiquement, en fait, là, je le fais. Automatiquement, tu commences à ressentir de la chaleur, des picotements. En fait, tu commences à ressentir de l'émotion d'amour. Et ça, c'est toujours disponible. Parce que la source d'amour, elle vient de l'intérieur de nous. Donc, si à un moment on se sent déconnecté de l'amour, ou qu'on veut se poser et qu'on veut méditer sur l'amour, parce que c'est toujours une bonne idée d'augmenter l'énergie d'amour dans son être, on peut faire ça. On peut utiliser ces visualisations, et, euh, et utiliser sa volonté pour augmenter l'intensité de l'émotion jusqu'à ce qu'on ait un grand sourire plaqué sur son visage. Et là, on est bien. Là, on a atteint le niveau 10 sur 10. Et on fait quoi? Rien. On reste là, avec un sourire bête, et on ressent. Et ça, tu le fais de 3 minutes, mais ça change ta vibration instantanément. Et c'est pour ça que je m'amuse à le faire avec des groupes. Où tu serais invité, ma chère. Parce que ça va te plaire. Merci, j'adore. Là, je l'ai ressenti rien qu'en te suivant, tu vois? Et je me dis: «C'est quand même extraordinaire». En quelques instants, quand on s'autorise à se connecter à ça,
on change notre champ énergétique. Je le sens, je me suis ouverte, il y a quelque chose, tu vois, qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus grand que moi. Et ça n'a pas duré longtemps. C'est vraiment une question de, comme tu as dit, une question de volonté. C'est juste avoir envie de le faire Tout à fait. et s'y Et je mettre. rajouterais quand même quelque chose d'intéressant qui va survenir automatiquement quand vous faites ce genre de méditation, c'est que le sentiment d'amour, l'émotion d'amour, elle est intrinsèquement liée à la gratitude. C'est quelque chose qui survient en fait automatiquement. C'est comme si on passe en revue toutes les choses qui nous ont tellement donné d'amour dans la vie et que on est devant un super coucher de soleil et qu'il y a ci et qu'il y a ça, bah automatiquement en fait surgit de nous merci, 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 j'aime, merci, j'aime, merci. En fait, les deux sont un petit peu intriqués. C'est pour ça que la pratique de gratitude est si importante pour tout le monde, même si on a l'impression qu'on a peu de choses pour lesquelles dire merci. On a toujours notre souffle, on a toujours notre corps, on a toujours des moments heureux dans le passé. Et on peut se raccrocher en fait à la gratitude comme un, comme un escabeau vers l'amour, en fait. Parce que c'est quand même plus facile, surtout si on est un peu bloqué, de se forcer à ressentir de la gratitude que de se forcer à ressentir de l'amour. Donc, je voulais quand même rajouter ça ici, je pense que c'est important. Oups. Ouais, merci. Est-ce que, qu'est-ce que tu crois qui va se passer dans ta vision du plus beau monde possible? Qu'est-ce que tu crois qui va se passer quand tout le monde va suivre son cœur? Je suis pas sûr qu'on va aller expérimenter dans cette vie-là, mais que ça soit pour la génération d'après, celle de nos enfants ou celle de nos petits-enfants, je pense que ça va ressembler au village des Schtroumpfs, partout sur la planète. Moi, j'adore ça. Le village des Schtroumpfs, c'est une utopie magnifique, en fait. Tout le monde est un petit peu toujours heureux, tout le monde fait ce pourquoi il est venu ou ce pourquoi il a des talents et contribue automatiquement à la société. La vie régit un petit peu la façon dont tout fonctionne et tout est cohérent. Et finalement, on est dans une espèce de béatitude, euh, dans un vrai épanouissement et dans des émotions qui sont légères, qui sont de haute vibration, où tout le monde s'entraide, où on prend le temps, où on parle, où on fait ce qu'on a envie à la vitesse où on a envie, où on a accès à l'aide quand il y en a besoin et où on est en harmonie avec la nature. Et je sais que ça va arriver. Je pense que ça va juste pas arriver aussi rapidement que qu'on le souhaite. Donc pour moi, c'est ça. C'est les Schtroumpfs, version humain évoluée. Et évidemment, tu sais, avec 7 ou 8 milliards de J'adore. personnes sur la Terre, espérons. Mais je sais que c'est possible et du coup, automatiquement, je sens que la révolution et le changement, ils passent par le niveau local, par le fait que les gens se connectent entre eux dans le village où ils sont, avec les voisins, avec les copains, avec les gens qui sont à côté, et qu'on se déconnecte de plus en plus des problématiques de mondialisation et de tout ce qui est globalisant, on va dire. Je pense que c'est automatique. Aujourd'hui, il y a toujours des petites poches, des petites communautés, comme les tribus indigènes en fait, qui à gauche à droite, dans chaque coin de la forêt, ont leurs traditions, ont leurs pratiques et font leur petite vie. Et puis tout le monde coexiste bien avec la nature. Je sais que c'est possible au niveau global. Par contre, ça va prendre un sacré bout de temps parce que il faut transformer la vision dont on s'est organisé. Il faut sortir des villes ou au moins revoir complètement comment on vit en ville parce que c'est quand même déconnecté de la nature par essence. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui m'excite en fait, cette histoire de local. C'est pas forcément des communautés au sens, comme vous l'avez vu dans le documentaire sur Osho, qui sont partout à droite à gauche, pas forcément. Mais il y a une histoire de niveau local qui est bien plus important au niveau de l'interaction au jour le jour que les problématiques globales. Ça résonne? Ouais. Merci. Ouais, ça résonne, c'est pragmatique, tu vois, c'est évident. D'ailleurs, les gens qui ont pas la télé et qui, tu vois, qui sont loin de tout ça, tout ce qui s'est passé en 2020, pour eux, ça leur passait au-dessus. Ils étaient bien avec leurs voisins, bien avec leur environnement, et puis ils ont continué à vivre. Voilà, il n'y a pas eu de cataclysme pour eux. On voit bien que le souci vient notamment parce que c'est tout ça. Il y a plus de. Oui, on perd le bon sens en fait si on s'éloigne trop En de ça. fait, c'est ce qu'on Ouais. disait tout à l'heure, c'est que ces personnes-là, elles vivent leur réalité. Elles vivent une réalité qui est locale, qui peut être partagée avec les personnes qui est autour d'eux et qui est un peu déconnectée de tout ce qu'on nous raconte ou de tout ce qu'on voit au sens mauvaise nouvelle, cataclysme, où va le monde.
Et c'est très expérimental. Tu vas dans un village un petit peu paumé dans la nature, boum, t'entres un champ de réalité différent. Et je pense que ce qui est important pour conclure quand même, c'est une histoire d'empouvoirment. C'est vous êtes au centre de votre réalité et en plus de ça, vous la projetez vous-même, même si vous n'en êtes pas conscient. Et le travail, c'est de grandir en maturité et en responsabilité par l'évolution spirituelle qui est naturelle et commencer à réaliser qu'on a tous un vrai pouvoir sur sa réalité. Alors, on peut pas nécessairement changer la réalité de tout le monde, évidemment, mais on peut changer sa propre réalité et c'est déjà bien suffisant. Merveilleux. Super. Ok, la Merci pour tout, bienvenue. Thomas. J'adore voir Merci. ce qui ressort de nos conversations, ce qu'on découvre sur le moment. C'est la beauté d'être dans le présent Ouais. et de voir ce qui ressort. Donc j'ai quand même bien apprécié ce qu'on a raconté et j'espère que Ouais. l'auditoire aussi. Moi aussi. Dis-moi, si on veut te suivre et aussi participer à tes méditations, pourquoi pas? Comment on te trouve? Où est-ce que c'est mieux de te chercher? Alors, je suis pas à fond Instagram comme tu l'es, mais c'est déjà bien parce que les méditations et les offres que je vais mettre en ligne, je les posterai ici. Donc c'est sur Instagram, c'est KURAL 444. Je partage beaucoup en anglais parce que j'avais choisi cette langue pour partager un petit peu les gros jalons de mes voyages et de ce que j'apprends et de comment je vois la vie. Donc c'est sympathique pour me suivre ici. Sinon, sur YouTube, Resonance Frequencies, Thomas Carrière. C'est une chaîne où je vais partager de plus en plus les différentes technologies que j'expérimente et que je pense ont un rôle important pour la transformation des gens qui sont, qui sont connectés à la biologie, à l'intelligence du corps et de la nature. Donc voilà, pour l'instant je parle beaucoup d'une technologie qui m'enchante, qui s'appelle Illy. Je vais bientôt parler d'une machine qui transforme l'eau d'une façon très spéciale. Et j'expérimente avec plusieurs technologies, on va dire, plus accessibles. Et tout ça, ça va être populé au fur et à mesure des mois qui viennent. Donc voilà, sur Instagram et sur YouTube. Je pense que c'est le mieux. Génial. Merci Thomas. J'adore. Bah, moi, je continue à suivre tes aventures et puis à tester aussi les choses que tu découvres. Tu es pour moi un éclaireur qui partage avec son cœur ce qu'il découvre. Donc, merci beaucoup de nous montrer que d'autres choses sont possibles. Merci à toi pour qui tu es, pour ce que tu fais. Et très bientôt, on partagera une réalité physique commune et proche, probablement au Costa Rica. Tout à fait, je sens aussi. Ouais. À Bisous, au bientôt. revoir tout le Merci monde. pour tout. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!